Bonjour, les feuillages n'ont pas encore revêtu leur parure d'automne, mais tout laisse à croire que cette année encore ils seront flamboyants comme ce 57e numéro de Rustica Mag. Alors bienvenue dans l'univers Rustica. Au sommaire de cette émission, nous retrouverons notre séquence cuisine où il sera question de terrines gourmandes. Nous nous rendrons ensuite dans le Cotentin où la douceur du climat permet quelques fantaisies exotiques puisque les palmiers du jardin botanique de Vauville nous accueilleront dans la séquence découverte. Un autre jardin, le jardin de Séricourt, nous ouvrira également ses portes. Nous y découvrirons une collection de hêtres. Et puis nous ne manquerons pas de retrouver notre expert Hubert Fontaine qui va se lancer quant à lui dans la construction d'un hôtel à insectes. Après un printemps pluvieux qui a eu le mérite de reconstituer les réserves d'eau dans le sol et un été caniculaire, les propriétaires de vergers et de potagers ne s'en sortent pas trop mal. Les récoltes sont malgré tout généreuses. Alors que faire de ces productions de fruits et de légumes? Comment les conserver et sous quelle forme? Les réponses sont dans le Rustica de cette semaine. Aux traditionnelles confitures et conserves, Rustica vous propose d'autres procédés de conservation comme les gratins ou les plats préparés à congeler ou les marinades de légumes. Quant à nous, à Rustica Mag, c'est un autre procédé qui a retenu notre attention, la terrine. Alors parmi les nombreuses possibilités, volailles, légumes, c'est la terrine de lapin que notre expert en cuisine va vous détailler. Pelez et émincez finement les oignons. Pelez les gousses d'ail. Coupez-les en deux pour retirer le germe. Puis hachez-les à l'aide d'un presse-ail. Prélevez les feuilles de persil et ciselez-les finement. Désossez le lapin en passant la lame du couteau le long des os. Essayez de prélever le plus de chair. Faites bien attention de retirer tous les os, certains sont très petits. Coupez la chair et les abats en petits dés et réservez. Coupez le rôti de porc en tranches, puis en dés. Mélangez-les avec les dés de lapin. À l'aide d'un hachoir, hachez les 2/3 de la viande. Ajoutez ensuite l'œuf, les oignons, l'ail, le persil, le sel et le poivre, et les capres. Brassez avec vos mains pour bien mélanger les ingrédients. Recouvrez le fond des bocaux de tranches de lard. Puis répartissez la viande en tassant bien. Veillez à ne pas trop remplir les bocaux, vous auriez du mal à les fermer. Déposez les couvercles sur les bocaux et fermez-les grâce au crochet. Placez les bocaux dans le stérilisateur. Stabilisez-les en mettant des torchons entre les pots. Ainsi, ils ne risqueront pas de s'entrechoquer et de se fissurer. Mettez le stérilisateur en marche et faites cuire 2 heures à partir du moment où il est chaud. Laissez complètement refroidir avant de retirer les bocaux. Dans le Cotentin, le jardin botanique de Vauville est en réalité une histoire de famille. Une famille de passionnés de plantes exotiques qui, du père du regretté Guillaume Pellerin à son épouse Cléophée et leurs enfants, s'attachent à acclimater depuis des décennies
des plantes venues des quatre coins du globe. Aujourd'hui, ce sont plusieurs hectares de landes surplombant la mer qui ont été métamorphosés en un jardin d'exception. On est dans un rêve botanique en fait, un rêve de jardin exotique, on va dire dans l'oasis subtropicale du Cotentin. Il y a d'abord l'homme. Il y a d'abord l'homme qui a précédé l'homme, c'est-à-dire mon père Éric Pellerin qui a eu cette idée de faire un jardin de feuillage persistant pour pouvoir être toute l'année dans un jardin. Ensuite, un jardin qui regroupe aussi ce qu'aime un voyageur, c'est-à-dire rapporter de ses voyages des souvenirs botaniques et puis reconstituer par les plantes les endroits qu'on a visités. Et puis concevoir aussi une collection scientifique. Mais par contre, pouvoir partager ce qu'on a pu découvrir ou ce qu'on a pu apprendre en tant que savoir-faire, ça c'est certainement le but du jardin. Moi j'ai découvert d'abord, je suis tombée amoureuse du monsieur et bien évidemment après du jardin et de la hague. Et ce que j'ai surtout découvert dans le jardin, c'est le partage et la rencontre avec les personnes. Qui viennent visiter ou quand on se balade sur des fêtes des plantes. C'est toute cette passion qui réunit tout le monde. Nous sommes sur le voyage, sur les feuilles persistantes, sur l'inattendu, sur la découverte. Donc c'est ça, moi, qui m'a toujours passionné dans la vie. C'est une forme d'ouverture vers les autres. Mais oui, parce que, en fait, c'est le tour du monde. On est sur la courbe isothermique de 6 degrés. Tout le pari que l'on fait, c'est d'adapter des végétaux qui n'ont strictement rien à voir avec la région, qui viennent même d'hémisphères opposés, et on arrive à les faire cohabiter tous ensemble pour faire quelque chose qu'on espère harmonieux. On a surtout des plantes exogènes qui arrivent du monde entier pour se retrouver dans un endroit où elles ne devraient pas pousser puisqu'on est entouré par des champs, par des landes assez arides, on va dire assez dures en tous les cas, et un climat qui n'est vraiment pas facile à négocier, je vais dire, puisque là on est obligé de négocier avec lui. Le sel, le vent, on ne peut pas lutter contre. Les plantes, elles ont tout à fait compris qu'il fallait mieux négocier. Donc elles négocient et elles s'adaptent. Moi je plante en masse exprès justement pour voir comment évoluent les plantes face à des situations qui peuvent être extrêmes. Le fait d'en avoir beaucoup, certaines trouvent des astuces, d'autres moins. Et pouvoir comparer nous aide à prendre des bonnes décisions pour sauver les autres. Partout, il y a des plantes qui peuvent s'adapter. Partout, il y a des plantes aux formes intéressantes, c'est-à-dire aux feuilles intéressantes ou à la façon de vivre intéressante aussi. Pédagogiquement aussi, c'est ce qu'on explique aux enfants, c'est que des plantes qui viennent de toutes les origines arrivent à vivre ensemble, on arrive à les faire vivre ensemble, et que ça serve d'exemple aussi pour eux, de voir que la mixité végétale pourrait être appliquée aux hommes, et si on réfléchissait de la même façon, on serait certainement beaucoup moins ennuyé que l'on est par des bagarres qui ne devraient pas avoir lieu d'être. L'automne nous gratifie de ses couleurs flamboyantes et chaleureuses. Ce sont les arbres qui en sont les principaux acteurs. Certaines essences sont effectivement remarquables pour leur coloris d'automne. C'est le cas du sorbier comme ici, mais également du hêtre dont le feuillage se pare d'or et de roux dès que les températures baissent. Alors si cette espèce possède un développement important qui n'autorise pas de les implanter dans un petit jardin, il existe toutefois quelques variétés qui se distinguent par une silhouette beaucoup plus compacte. Le hêtre est un arbre noble et majestueux qui peuple la plupart de nos massifs forestiers. Cette essence demande beaucoup de place pour se développer, c'est la raison pour laquelle on l'utilise essentiellement dans des parcs ou dans des grands jardins. Mais le hêtre est une essence que l'on peut aussi utiliser dans un petit jardin à condition de choisir les bonnes espèces ou d'en maîtriser les dimensions par la taille. Une taille régulière justement, comme celle de la charmille dont le hêtre est très proche et qui vous permettra de créer une haie de hêtre justement dans un petit jardin. Planté à 80 cm de distance, vous obtiendrez un mur de feuilles vertes en été, jaune doré en automne et brun et sec en hiver, puisque le feuillage du hêtre est un feuillage marcescent qui persiste jusqu'au printemps suivant.
Côté entretien, vous effectuerez 2 tailles par an, une en avril et en fin d'été pour limiter la hauteur, obtenir un pan bien vertical et pourquoi pas ouvrir ici et là une arche qui structurera votre jardin. Toujours pour les espaces réduits, voici 2 variétés de hêtres particulièrement bien adaptées, dont la variété pleureur, le Fagus sylvatica pendula, dont les rameaux, à l'inverse de l'espèce type, retombent et créent un rideau de verdure. Vous palisserez les branches du hêtre pleureur sur une arche métallique qui supportera et guidera les rameaux, créant ainsi un petit coin romantique dans lequel vous pourrez installer un banc. La seconde variété adaptée au petit jardin, c'est le Fagus sylvatica fastigiata. Il est particulièrement compact, dense, cylindrique et ne dépassera pas les 7 à 8 mètres de hauteur. Et tout ça sans être taillé. Il est idéal pour marquer une verticale ou comme ici, marquer le seuil du jardin. Voici donc 3 possibilités pour inviter le hêtre, cette essence majestueuse, à trôner dans votre jardin, même si celui-ci est de petite taille. Retrouvons notre expert, Hubert Fontaine, qui, une fois n'est pas coutume, ne va pas jardiner, mais bricoler. En effet, c'est autour de quelques planches en sapin que nous allons le retrouver, car il va nous expliquer comment édifier un hôtel à insectes, mais surtout auparavant, il va nous expliquer les raisons pour lesquelles il faut installer un tel ouvrage dans son jardin. Un hôtel à insectes est très utile là où la vie sauvage manque. C'est souvent le cas dans une agglomération, entre 4 murs ou tout simplement sur votre balcon. En revanche, il est inutile d'installer un hôtel à insectes si la biodiversité est déjà présente. Néanmoins, notre hôtel à insectes est un outil pédagogique très utile pour les enfants, par exemple. Sachez quand même que notre hôtel à insectes attire des insectes utiles qui vont permettre d'éliminer les insectes nuisibles au jardin ou sur le balcon. Notre abri à insectes doit être face au soleil, côté sud, sud-est, dos aux intempéries et au vent dominant. Et surtout, ce qui est très important, il faut qu'il soit isolé de l'humidité du sol. Et pour ça, on va le surélever avec des briques. Pour fabriquer cet hôtel à insectes, nous utilisons de préférence des bois locaux non traités ou alors vous utilisez des matériaux de récupération pourvu qu'ils soient encore en bon état. Les dimensions de cet hôtel à insectes est d'à peu près 2 mètres d'auteur sur 1 mètre de large. Passons maintenant à la teinture. Alors on pourrait utiliser une peinture classique, mais je vous conseille plutôt d'aller chercher la terre locale. Si vous avez une terre argileuse, il suffit tout simplement de mettre un petit peu d'eau et avec vos mains, vous allez badigeonner vos planches de façon à lui donner une teinte beaucoup plus naturelle. En fait, les insectes adorent la terre locale. Un hôtel sans étage, ça n'existe pas. Alors pour ici, on va utiliser des étagères de 99 cm qui seront fixées comme des rayons amovibles avec des tasseaux pour régler les hauteurs ou changer plus tard la disposition des chambres d'hôtel. Les principaux matériaux que nous avons eu besoin pour réaliser cet hôtel à insectes, 3 piquets à planter, 27 mètres linéaires de planches, 4 mètres de chevrons, 2 mètres de feuilles bitumées. Coût total de cette réalisation, une centaine d'euros. Une fois votre hôtel à insectes réalisé, vous allez remplir les différentes étagères avec des matériaux issus du jardin, à commencer par des fagots de tiges creuses issus d'ombellifères. Elles offriront un gîte aux cirfes, abeilles et guêpes solitaires. Pensez aussi à disposer ici et là quelques briques ou quelques tuiles qui serviront d'abri aux carabes, quelques bûches et leurs anfractuosités protégeront les coccinelles et les chrysopes du froid, sans oublier les perce-oreilles qui apprécient la paille nichée dans des pots pour passer l'hiver en toute sécurité. À l'approche de l'hiver, et pour en savoir plus sur les différentes manières d'accueillir et d'héberger les insectes utiles au jardin, rendez-vous dans le Rustica de la semaine prochaine, qui fait le point sur les différentes techniques pour accueillir, protéger et héberger aussi bien les insectes auxiliaires que les oiseaux. Mais en attendant, faites donc un tour au jardin pour y collecter et transformer les dernières récoltes de fruits et de légumes. Et n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Retrouvez tous nos conseils sur le site
www.rustica.fr.